nous espérons derrière nous. Donc, nous, en octobre 2019, après une réflexion en interne au niveau du comité départemental du tourisme d'Haute-Garonne et d'Haute-Garonne Tourisme, on a décidé de se lancer dans la problématique du développement du tourisme durable vis-à-vis de notre engagement et aussi de nos responsabilités en tant qu'organisme public qui dépend du conseil départemental en grande partie. C'est accompagner les territoires et les acteurs touristiques sur cette pratique et sur ce développement-là. Mais pour être un organisme responsable et efficace, la première des choses a été que l'ensemble de l'équipe soit formé, sensibilisé pour être des interlocuteurs valables auprès de tous nos partenaires, qu'ils soient aussi bien privés que publics. Donc, nous sommes lancés grâce à une agence qui prendra la parole tout à l'heure pour vous expliquer un peu plus dans le détail comment cela s'est passé, dans une sensibilisation autour de tout ce qui était les grands enjeux du tourisme durable, afin d'avoir nous-mêmes une culture à l'interne et que chacun d'entre nous, au niveau de l'équipe, puisse avoir des interventions, je dirais, sensées et responsables par rapport, c'est le cas de le dire, par rapport à notre développement touristique. Donc, comme je le disais, on a commencé un peu avant, je dirais, les gros soucis que nous avons vécus ces 2 dernières années par cette volonté véritablement d'être des acteurs efficaces. Tout cela, ça a demandé bien sûr une mobilisation de l'équipe avant de après partir sur de l'accompagnement. En même temps, cette sensibilisation, elle part sur une valeur que nous avons, en tout cas au niveau de Haute-Garonne Tourisme, c'est accompagner au maximum, de labelliser les acteurs, de les accompagner dans des démarches de qualité. Donc il y a une véritable volonté sur tout un tas de facettes au niveau de Haute-Garonne Tourisme, que ce soit tourisme handicap, que ce soit sur de l'accueil vélo, que ce soit sur les qualités tourisme, que ce soit sur tout un tas d'accompagnement des acteurs. Sur les Gîtes de France, on accompagne le tourisme rural sur le label Gîtes de France. Donc voilà, on est très très engagé à ce niveau-là, ce qui était pour nous une suite logique d'être des acteurs, je dirais, les plus engagés sur le tourisme durable. Tout cela avec une problématique, bien sûr, le territoire. Il faut que nous ayons un territoire responsable. Et ça, on l'a découvert au fur et à mesure où le temps est passé. Il y a un public qui devient de plus en plus exigeant, des clients exigeants sur de la pratique et d'aller sur des équipements touristiques éco-responsables. Je dirais le spectre s'est élargi. Il n'est pas encore quand même totalement majoritaire, hein, mais il s'est élargi. Et plus rapidement que ce qu'on ne le pensait, bien évidemment, lorsqu'on s'est lancé dans ce dispositif-là. Mais, d'après moi, les choses vont véritablement changer avec des gros opérateurs qui ont décidé maintenant de s'engager dans ce dispositif-là, notamment des grands groupes hôteliers, par exemple. Mais eux, s'ils le font, alors je ne veux pas leur faire des procès d'intention, hein, mais c'est parce que ceux qui portent les affaires, c'est-à-dire les grands organisateurs, par exemple, de congrès, ont maintenant dans leur cahier des charges des obligations auprès de toutes les destinations et les acteurs qui vont accueillir ces congrès d'être engagés en matière d'éco-responsabilité. Ça fait partie de la norme. Maintenant, il faut comprendre qu'une destination doit devenir éco-durable et éco-responsable parce que ça devient la norme. Donc, il y a le côté acteur sur lequel nous sommes très engagés et on accompagne et on a mis en place des formations pour les accompagner. En même temps, il faut que nous ayons en face une offre de destination qui corresponde, je dirais, à la demande. Et donc, c'est là où on travaille de plus en plus sur du produit, ce qu'on appelle, nous, de l'itinérance douce. Donc, des itinéraires vélo, à pied, sur les cours d'eau pour de la pratique d'activité. Ça demande quand même beaucoup de moyens. Donc là-dessus, c'est le conseil départemental chez nous qui assure une grande partie de ces financements-là sur des itinéraires vélo. Alors le vélo, pour la petite histoire, devient véritablement la pratique la plus prisée actuellement dans tout ce qui est pratique d'activité de plein air.
Mais en même temps, on s'engage et on le voit et on l'entend et tout le monde est au courant sur des problématiques de surtourisme où on essaie de plus en plus d'irriguer les territoires, en tout cas pour nous, ce qui nous concerne, c'est la Haute-Garonne, hein, sur des activités peut-être un peu moins connues. Donc ce dont on parle, c'est totem et pépites. On essaie sur certaines périodes d'alléger la fréquentation sur certains sites, par exemple, parce que on est en train de, si on laisse faire, on est en train de tuer ce qui fait l'attractivité de nos territoires. C'est du plaisir, de la découverte de faune, flore sauvage, c'est aussi de la tranquillité. Et là, on est en train de s'apercevoir, si on n'est pas vigilant, qu'on est en train de laisser des concentrations de visiteurs sur certains sites et qui nuit au site et qui nuit aussi à la destination. Donc les enjeux pour nous, ils sont aussi bien sur des problèmes territoriaux que sur des problèmes, bien sûr, d'accompagnement des acteurs touristiques. Et là-dessus, pour les deux, on essaie de mettre en place des outils pour les accompagner le mieux possible pour un tourisme responsable. Un tourisme responsable, parce que je tiens à le dire, pour lever quelques ambiguïtés, ce n'est jamais un tourisme, je dirais, où la notion économique n'est pas prise en compte. Hein. L'économie touristique, pour nous, est importante, mais d'après moi, ça devrait un peu changer, en tout cas on l'espère, nous, les référentiels en matière de performance économique sur le tourisme. Il va falloir que je pense qu'on évite le nombre. Actuellement, en France, on se gargarise, et ça va être le thème du prochain atelier sur le tourisme, mais j'anticipe un peu. On avait l'objectif, là, en 2019, il fallait dépasser les 100 millions de touristes. Actuellement, c'est plus l'enjeu, quoi. Hein. Enfin, moi, à mon avis, c'est plus l'enjeu. C'est accueillir correctement des touristes, des visiteurs sur le territoire. Et l'enjeu, c'est plutôt un bon rapport qualité-prix sur la prestation qui est proposée. Et notre critère qui est aussi, en tout cas pour nous, important, c'est le nombre d'emplois touristiques créés sur le territoire. Je pense que les enjeux sont davantage sur un problème de recettes sur les territoires qui en ont besoin, il ne faut pas se leurrer. Hein. Je dirais d'ici, nous, à Haute-Garonne, on a deux grands spots qui sont Toulouse et les Pyrénées, mais le reste du territoire est en train de plus en plus se développer sur l'activité touristique. Et l'avantage, c'est qu'on est en cours de développement, il faut qu'il garde justement ce côté préservé et qui fait l'attractivité de ce territoire-là. Et il faut qu'ils le gardent. Et les autres, il va falloir qu'ils contrôlent un peu leur fréquentation. Là-dessus, des anecdotes, il y en a des dizaines et des dizaines. C'est des montées à certains lacs où il y a 3 km de bouchons pour accéder, avant d'y accéder. C'est une pratique de baignade de certains sites qui ne sont peut-être pas les plus adéquates. Donc voilà, donc on est sur cette problématique-là d'une maîtrise des flux sur tout un tas de sites. Et ce qui a aussi, pour nous, une réflexion extrêmement importante, en tout cas cette année, c'est la problématique de la canicule, qui va devoir aussi nous obliger à réfléchir sur l'offre touristique et les prestations qu'on va proposer aux visiteurs et aux touristes sur notre territoire. Donc voici rapidement brosser un peu la problématique. Chez nous, une problématique en tant qu'autogantourisme interne, avoir de la compétence pour pouvoir parler d'écotourisme, de tourisme durable, et après savoir comment on travaille vers les acteurs et vers les territoires pour maîtriser ces flux touristiques qui sont toujours qui deviennent maintenant la problématique sur beaucoup de destinations. Et je dirais même en Haute-Garonne. Marie, à toi. Très bien. Alors bonjour. Donc moi je suis Marie Gaillard. J'ai cofondé l'agence Rose Primaire, qui est une agence de communication et numérique responsable, avec mes deux associés Jade Vincent et Elodie Hérisson. Et nous, notre job, c'est d'accompagner les entreprises et les collectivités à construire, à animer, activer et à valoriser leur démarche RSE ou leur projet de transition plus précisément.
Alors, et donc j'ai accompagné Haute-Garonne Tourisme il y a quelques temps déjà, justement sur la construction de toutes leurs nouvelles stratégies de développement touristique responsable. Et la première question qu'on s'est posée, effectivement, c'était déjà de regarder les tendances du marché. Donc, comme tu le disais, Jean, on a vu qu'il y avait pas mal d'évolutions depuis la pandémie. D'abord, un tourisme de proximité qui est revenu, enfin, ou qui est apparu. Là, l'idée, c'est que finalement les gens se disent on peut voyager tout près de chez soi, c'est pas obligé ça rime pas avec longue distance en fait, on peut redécouvrir le charme des régions et voyager en France. Et donc est apparu tout ce qui était micro-aventure notamment. Ensuite, on a eu ce qu'on appelle le tourisme d'itinérance, tu en as parlé aussi. Là, l'idée pour les voyageurs, c'est vraiment de voyager en fait sans attache, sans contrainte, en changer de lieu comme on veut. Et ça, c'était la grande tendance du moment. Et vous le savez, avec qui n'a pas rêvé de louer son petit van pour faire le tour des Pyrénées. Ça, c'est vraiment aussi une grande tendance. Et puis, tu l'as dit, le cyclotourisme, puisque ça, c'est vraiment une pratique que les voyageurs aiment, revenir sur une activité simple qui va vous reconnecter quand même à la nature et qui offre aussi une certaine liberté. Et donc, je dirais que tout ça, en fait, c'est un petit peu des sous-thématiques de ce qu'on peut appeler le tourisme responsable. Le tourisme, il faut savoir que ça reste la première industrie de la planète. Et ça représente 8% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Et ce chiffre, il est en perpétuelle croissance. Et il est surtout lié au bilan carbone du transport, qui est lié au tourisme. Ce qu'on peut dire, c'est que du coup, cet impact du tourisme, aujourd'hui, il est très conséquent, très significatif, notamment en termes de extraction des ressources naturelles, consommation des ressources naturelles. Au niveau évidemment de la destruction de la biodiversité, des écosystèmes, des sites touristiques, mais ça peut être aussi la pollution de l'air. Donc beaucoup d'impact. Et puis cette pandémie, effectivement, qui a aussi ouvert les yeux sur auprès de pas mal de voyageurs, qui ont pris conscience de l'urgence véritablement de réfléchir à aussi leur façon de voyager. Et ils se sont dit, peut-être qu'on peut aussi allier plaisir, détente et écologie dans sa façon de voyager. Voilà, et donc le tourisme responsable, pour dire un petit peu en gros ce que c'est concrètement, c'est un tourisme qui va tenir compte, qui va prendre en compte les impacts environnementaux, mais pas que, aussi sociaux et aussi économiques, donc actuels et futurs. Et c'est aussi un tourisme qui va tenir compte des attentes des parties prenantes. Et les parties prenantes, ce n'est pas que les voyageurs, ce n'est pas que les visiteurs, c'est aussi, comme tu l'as dit, les acteurs du tourisme et les communautés d'accueil, ce qu'on appelle en fait les habitants. Donc le tourisme durable, ça va viser d'une part à réduire un impact négatif sur l'environnement. Comment est-ce qu'on va protéger justement cette biodiversité sur ces sites, puisque les gens viennent pour leur beauté, et puis en réalité, ça produit de la dégradation, et donc on en est presque à réfléchir à fermer aujourd'hui des sites, parfois. Il y a aussi l'aspect culture locale. Comment, quand on va en fait à la rencontre des populations locales, aussi on n'a pas trop d'impact, c'est-à-dire on continue à essayer de préserver leur mode de vie et le patrimoine culturel qu'on peut transmettre aussi aux générations futures. Et puis tu le disais, c'est aussi avoir un impact plutôt positif sur la contribution à l'économie locale et au maintien et à la création d'emplois des habitants. Alors, de plus en plus de professionnels se posent la question et essayent aujourd'hui d'améliorer leur activité, voire même de basculer complètement sur une activité de tourisme durable, et se lancent dans des démarches comme vous. Et parmi tous les chantiers de la RSE, ils sont nombreux. On va réfléchir à l'alimentation, à l'hébergement, à la mobilité. Il y a aussi la communication. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on communique aussi. Et ça veut dire qu'on va aussi réfléchir à sa façon de communiquer sur ce sujet de tourisme responsable.
et qu'on va essayer de se poser la question de est-ce qu'on communique de la même façon quand on faisait la promotion d'une offre lambda versus là aujourd'hui une offre qui est responsable et qui se veut responsable. Et donc, ce concept, en fait, puisque cette approche de communication responsable, c'est quelque chose qui est assez récent. Clairement, hein, les communicants ne sont pas tous formés et ça arrive petit à petit parce qu'on leur demande véritablement de se former en ce moment très rapidement. Et donc la communication responsable, c'est pareil en fait que le tourisme, c'est-à-dire qu'il y a cette même approche de tenir compte des conséquences, des externalités, de l'impact de la communication. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réfléchir davantage aux messages qu'on élabore, mais aussi aux actions, aux supports et à leur diffusion, aux actions qu'on met en œuvre. Sur les supports, par exemple, on va se demander comment est-ce qu'on peut concevoir des supports print ou des supports numériques, la plupart du temps. Et on va réfléchir et on va essayer d'éco-socio-concevoir les supports. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va raisonner en analyse de cycle de vie. En fait, c'est la méthode, on va dire, vraiment universelle pour essayer de mesurer concrètement les étapes, les impacts à chaque étape de vie d'un produit ou d'un service. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir ensuite comparer éventuellement qu'est-ce qui est plus énergivore, qu'est-ce qui utilise plus de eau, etc., avec ces analyses. Alors, ce n'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas toujours ça. Mais si je vous donne un exemple, je crois que c'était pas cet hiver, mais l'hiver d'avant, j'ai vu une station de ski qui disait on va protéger la planète. Pour protéger la planète, on a décidé d'arrêter d'imprimer tous les plans de piste en papier et on a créé une appli numérique où les skieurs verront les plans des pistes. Bon. Ça, en fait, concrètement, on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire que cette solution appli numérique est meilleure que le support print, parce qu'il faudrait avoir concrètement des analyses de cycle de vie et des comparatifs de ces deux supports. Voilà. Sans parler après de l'expérience utilisateur aussi. Est-ce que c'est mieux de regarder les plans de piste sur son téléphone ou sur ça, je ne sais pas. Mais voilà, il faut essayer aussi de sortir parfois sur des idées préconçues sur ce que peut être une communication plus responsable. Et ça veut dire aussi, en termes d'éco-socio-conception, qu'on va réfléchir à l'accessibilité des supports. Il faut savoir que pour les établissements publics, proposer des services numériques, et notamment par exemple des sites sur lesquels vous pouvez avoir, c'est obligatoire, d'accord? Parce que quand je parle d'accessibilité, je parle évidemment d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Voilà, donc ça c'est deux petits mots sur l'aspect support, mais ce qui est très important aussi, c'est l'aspect message. Et l'aspect message, comme je vous le disais, il faut aussi être vigilant sur ce qu'on veut communiquer. Donc, c'est valable pour tous les secteurs, mais y compris dans le tourisme, puisque lorsqu'on est dans une situation en fait, de valorisation d'une qualité écologique d'un produit ou d'un service ou d'une démarche dans RSE d'entreprise, potentiellement, on peut être dans un risque de greenwashing. Donc, le greenwashing, tout le monde voit ce que c'est. Voilà, c'est pas juste un concept, c'est une technique marketing, je dirais, qui va quand même induire le public en erreur sur véritablement la qualité ou la véracité de la démarche de l'entreprise. Et alors, comment est-ce qu'on évite le greenwashing? Parce que là, c'est pas évident, évidemment, de manier tout ça. Heureusement, nous, chez les communicants, on a une instance de régulation qui s'appelle la RPP, qui a donné quelques règles, qui donne des outils aux communicants pour essayer d'éviter en fait, le greenwashing. Je vais vous en donner quelques-unes. Déjà, quand vous allez communiquer sur votre offre de tourisme durable, il ne faut pas que vous trompez sur la réalité ou sur la justesse des actions et des propriétés du produit.
D'accord ? Donc ça veut dire qu'on ne fait pas de promesses excessives qui présenteraient le produit comme totalement durable ou responsable, alors que ce ne sont que quelques éléments. Par exemple, si vous mettez en place la valorisation des déchets, chez vous, c'est très bien, c'est une bonne action, mais il ne faut pas s'emballer à dire qu'on va sauver la planète parce qu'on composte les déchets. Voyez ? Donc les raccourcis comme ça, c'est susceptible d'être vu comme du greenwashing, et voilà, c'est pas bon. Le deuxième aspect, c'est un message clair, parce que tu l'as dit aussi tout à l'heure, les voyageurs aussi sont aujourd'hui en attente vraiment d'informations pour faire leur choix de vacances, de tourisme. Et donc, il faut qu'on puisse leur donner un message clair qui soit vérifiable. Il faut fournir les informations qui feront comprendre vraiment en quoi consiste votre démarche RSE ou en quoi votre produit, ou votre service, ou votre hôtel, il est plus responsable que les autres. Donc voilà, donc ça veut dire qu'en termes de communication, on va d'abord chercher à prouver, on va d'abord être dans la preuve, on va d'abord informer avant de vouloir tout de suite séduire. Voilà. Créer de la préférence, ça ne viendra qu'après avoir prouvé que véritablement votre démarche de tourisme durable, elle est sincère. Voilà, je vous donne une petite chose aussi sur, parce que ça c'est très, j'ai envie de dire, c'est très courant, notamment dans le secteur du tourisme. C'est, vous savez, tiens, on va créer un petit logo, enfin une pastille, un petit symbole qui va montrer que ça c'est notre offre responsable. Ça, il ne faut pas faire. Voilà, les logos, il y a des logos officiels. Justement, il y a des gens qui font des efforts. Vous, Haute-Garonne Tourisme, accompagne les acteurs du tourisme justement pour aller vers des labellisations d'hébergement comme écolabel, voilà, ou clé verte, voilà. Et donc, voilà, il faut pas à côté que tout le monde crée des logos, des faux logos, des logos qui ressemblent à ça. Non, ça c'est une mauvaise pratique. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le greenwashing, depuis mai 2021, avec la loi climat et résilience, c'est plus qu'un concept. C'est véritablement en fait qualifié aujourd'hui en France de pratiques commerciales trompeuses. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes épinglé pour greenwashing, effectivement, il y a des sanctions. Les juges peuvent se saisir davantage du sujet, beaucoup plus qu'avant. Et ça va continuer à évoluer. Et c'est effectivement pour essayer de limiter toutes les dérives et puis justement pour donner la bonne information aux consommateurs qui puissent choisir véritablement entre ce qui est responsable et ce qui ne l'est pas, ou ce qui dit qu'il l'est, quoi. Voilà. Et le dernier aspect sur la communication, et ça c'est un vrai changement, hein, notamment, voilà, tu parlais du nombre tout à l'heure, on ne va plus pousser les gens à être de plus en plus nombreux, plus de touristes, etc. Et ben, dans la communication, c'est pareil, en fait. Il faut vraiment que dans les messages, on arrête de banaliser ou de valoriser des pratiques, des idées qui seraient contraires aujourd'hui aux objectifs de développement durable. Voilà. Donc, communiquer sur... Je suis désolée, prendre l'avion pour 2 jours pour aller faire un week-end à Lyon. Nous, en tant que communicants, on nous demande de ne plus faire ça. Voilà. Donc voilà, je peux essayer de conclure sur l'aspect comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on valorise sa démarche de tourisme responsable, en disant que la communication, ça a quand même un réel pouvoir. C'est un vecteur puissant aujourd'hui de transformation culturelle, de préparation de l'opinion, de modification des normes sociales, et on est bien dans un changement culturel aujourd'hui, et c'est un peu là le combat en fait. Et on attend de la communication qu'elle fasse évoluer, qu'elle fasse changer les perceptions et les imaginaires pour pouvoir faire changer les comportements. Et donc communiquer sur un tourisme durable, c'est par exemple un réel vecteur de sensibilisation, de changement de comportement positif, par exemple sur la conservation de la biodiversité. Ça, clairement, le tourisme durable, communiquer sur un tourisme plus durable, ça peut être vraiment une façon
de sensibiliser les gens à la protection de la biodiversité sur les sites, sur les destinations. Voilà, donc pour conclure, je dirais que aujourd'hui, et encore une fois, c'est vrai dans tous les secteurs d'activité, il est important de bien réfléchir à sa façon de communiquer sur sa démarche, si vraiment on souhaite faire évoluer le secteur. J'ai terminé, Camille. Camille, à toi. Je vais prendre la suite. Donc, je travaille chez Haute-Garonne Tourisme et notamment sur la mise en place de cette transition depuis 2019. L'élaboration de cette nouvelle stratégie, l'accompagnement des acteurs touristiques sur le sujet, à travers toutes les missions et tous les projets que nous menons. Du coup, lorsqu'on s'est lancé dans cette démarche de responsabilité sociétale des organisations, on a travaillé en premier lieu sur notre stratégie interne, sur la façon dont nous travaillons, parce qu'avant de pouvoir accompagner les acteurs et pouvoir leur donner, et les voyageurs également, pouvoir faire passer des messages sur les nouveaux comportements adoptés, etc. Il fallait nous-mêmes nous mettre dans cet état-là, s'imprégner de toute cette nouvelle dynamique. Comme l'a évoqué Marie, on a été accompagné par l'agence Rose Primaire pour comprendre les enjeux de la RSO, les enjeux du tourisme durable, responsable. Et on s'est demandé lors de ce travail-là quels étaient nos projets à court, moyen, long terme, ce qui a donné lieu dans un premier temps à l'élaboration d'une feuille de route que vous voyez apparaître à l'écran. Donc cette feuille de route, c'était notre premier support de communication qui pouvait affirmer en tout cas ce que l'on avait l'intention de mener, sachant que c'est une feuille de route qui évoluera continuellement. Mais déjà, on voulait ce projet à 4-5 ans, ne pas réfléchir qu'à l'instant T, et puis pouvoir affirmer, pas forcément là où on aboutirait, mais quelles étaient nos grandes interrogations. Oui. L'idée aussi, c'était de se donner des objectifs. Oui. Il faut se donner des objectifs, alors qui vont peut-être évoluer au fur et à mesure où on va avancer et où l'écosystème aussi va bouger, parce que l'écosystème bouge très rapidement. Mais notre ambition à nous, c'était vis-à-vis des acteurs et des territoires, c'était de se donner des objectifs écrits. Au moins là-dessus, nous, on est obligé de s'engager et de ne pas faire justement du greenwashing ou un one-shot. C'est vraiment, on s'est engagé sur la durée. Avec bien évidemment des modifications, il faudra faire évoluer, je dirais, cette feuille de route parce que beaucoup d'éléments ont changé. Peut-être que l'impact canicule, on l'avait intégré, mais pas autant que ce qui ne l'est. Et ça provoque chez nous des problématiques, je dirais, de fonctionnement, bien évidemment, d'équipement chez les acteurs touristiques. Et là, Camille travaille justement avec une collègue à elle, avec l'ADEME, sur comment accompagner les acteurs sur une mise aux normes nouvelle liée au tourisme durable, avec une nouvelle norme qui est la problématique de l'isolation, qui n'existait pas. Quand le ADEME a lancé son programme d'accompagnement des acteurs touristiques sur des structures éco-responsables, la problématique de l'isolation n'était pas intégrée. Donc, elle était intégrée là à partir de 2024. Donc voilà, les choses évoluent au fur et à mesure. On découvre, je dirais, des problématiques. Nous, on découvre une problématique qui est que nous, en tant que, je dirais, organisme entre guillemets public, alors je dis entre guillemets parce que nous sommes aussi une centrale de réservation et que nous sommes aussi exploitants de sites. Donc, on est à moitié public. On est aussi lié à un travail permanent d'accompagnement des acteurs pour les faire avancer. Et cette feuille de route nous a servi de tracé pour qu'on puisse s'appuyer sur quelque chose de tangible. C'est vraiment l'idée de cette feuille de route.
Tout à fait. Voilà, c'était notre ligne de conduite à suivre. Et du coup, au cours de l'élaboration de cette feuille de route, est intervenue la question de la communication responsable. Comment nous devions communiquer à l'avenir. C'était pas forcément une question évidente pour nous. Et l'évidence pour nous, c'était qu'il fallait d'abord élaborer une communication interne. Parce que ce chantier, il a commencé donc avec Jean Micou, le directeur, moi-même et une autre collaboratrice. On était tous les trois sur ce projet-là. Mais au sein de Haute-Garonne Tourisme, on est une équipe d'une quarantaine de personnes sur plusieurs sites. Et on s'est dit, si on veut que cela fonctionne, que notre démarche soit cohérente, qu'elle soit valable, qu'elle soit reconnue, il faut absolument qu'on engage les 40 personnes. On ne peut pas porter ce projet à 3 parce qu'il y a des communicants chez nous, etc. Il faut que ces personnes-là soient sensibilisées, soient formées. On a tous une sensibilité personnelle différente à ces sujets-là. On se devait de motiver les troupes et de créer une dynamique commune. Donc la communication interne, comment elle s'est traduite chez nous. On a commencé avec Rose Primaire par un séminaire d'une journée de sensibilisation au tourisme responsable pour l'ensemble des collaborateurs. Donc avec les grands principes de la RSO, des ateliers de travail pour savoir qui avait envie de s'engager sur quoi, comment chacun dans sa mission au quotidien pouvait apporter sa contribution. Ensuite, on a diffusé un livret d'éco-gestes dans l'entreprise pour pouvoir aussi, au-delà de notre travail, dans nos gestes quotidiens, pouvoir aussi se responsabiliser. On a mis en place un copil interne qui est formé de 8 personnes qui représentent à peu près tous les champs d'action et tous les sites physiques que nous avons. Pareil, pour pouvoir faire passer des messages permanents et avoir un travail, large sur la structure. Donc voilà, ça c'était vraiment l'importance pour nous d'avoir un projet commun et d'avoir de manière permanente, parce que ça ne s'est pas arrêté au séminaire et au livret éco-gestes, de manière récurrente. On mène des actions pour sensibiliser nos collègues, pour rappeler et puis même transmettre des connaissances, puisque nous on est en permanence dans la recherche de nouvelles données sur le sujet, etc., de transmission de l'information au mieux pour que chacun ait le même niveau d'information en interne. Il faut faire repasser à l'interne. Nous, notre problématique, ça devient la norme, quoi. Et la norme, c'est dans le quotidien de chacune des personnes qui travaillent au CDT, ça devient la norme. Mais la norme, je dirais, c'est dans nos pratiques professionnelles, parce qu'on va déployer des marques et des labels auprès des acteurs touristiques. On les accompagne avec l'ADEME sur du financement pour cette transition de leur outil de travail pour avoir bénéficié des financements. Mais chez nous aussi, c'est une réflexion sur le support de communication. Le dernier truc qui m'a surpris, mais on était, comme je dirais, beaucoup d'entreprises. Je vois là ici des gens qui travaillent dans les entreprises touristiques. On est hyper sollicités par des vendeurs de pubs, des vendeurs de produits, de goodies et compagnie. Là, le cahier des charges maintenant, c'est produits éco-responsables. Et français ou européens. Je vous promets que quand on parle à ces entreprises-là, qu'on veut obliger, nous, à être eux-mêmes, je dirais en tout cas nous, on ne les prendra que si elles sont éco-responsables. Ça crée du changement. Pour eux aussi, ça veut dire quel fournisseur, tout ça, derrière, il y a une chaîne en cascade. Alors nous, ce n'est pas ce qu'on achète qui va révolutionner le monde. Mais si tout le monde se met dans ce dispositif-là, voilà, il y a des phénomènes qui sont en train de se mettre en place, et rien que chez nous en interne déjà, c'est-à-dire tout ce qui est très lointain et asiatique, non, c'est fini. Tout ce qui est plastique, c'est fini. Ça veut dire que les budgets, parce que derrière il faut parler budget, le budget restera le même d'achat. C'est-à-dire on fera moins, mais mieux.
Et tout ça, et c'est une entreprise, tout ça c'est un quotidien à prendre en compte et qui change un peu les fonctionnements, les mentalités de celui qui faisait son travail depuis des années d'une façon qui était celle qu'il fallait faire il y a encore 2, 3 ou 4 ans, quoi. Et donc tout change à ce niveau-là. Mais chez nous, là, on a pris une décision, les éditions papier, moi je dis le non-papier, je suis contre, mais par contre, on va réduire fortement et on va revoir la politique des éditions. Voilà, tout ça, c'est petit à petit, c'est dire ce travail en interne que nous devons avoir. Bien évidemment, si on veut être éco-responsable, c'est voir la gestion des déchets. Les gestions des déchets, on s'appuie un peu sur ce qui se fait chez les meilleurs, hein. Il y a des hôteliers à Toulouse qui sont très très engagés et on va s'appuyer sur leur réseau, leur fonctionnement pour nous-mêmes intégrer ce dispositif-là. C'est du partage aussi, quoi, hein. C'est du partage, c'est de partage d'expérience. Et là-dessus, nous, on essaie d'être, je dirais, des acteurs dans cet écosystème pour être les plus performants possibles, parce qu'on le voit, le touriste ça va devenir la norme, quoi. Qu'on le veuille ou pas, ça deviendra la norme. Donc il faut que nous soyons, nous, les acteurs extrêmement actifs par rapport à tout ça. Du coup, il y avait la communication interne, donc, qui était essentielle, qui n'est pas forcément aisée, hein, mais il y avait également 2 autres champs de la communication à engager, enfin, la transition à engager sur 2 autres axes, c'était la communication professionnelle et la communication grand public. Donc sur la communication professionnelle, l'idée c'était de pouvoir afficher notre engagement auprès des professionnels. Donc quand je dis professionnels, j'entends les acteurs touristiques, pouvoir dire ce que l'on entendait faire à l'avenir, comment on allait changer de cap, ou en tout cas déplacer le curseur. Ça correspond aussi à la presse, comment on allait parler à l'avenir à la presse. C'est passé notamment donc, par l'accompagnement des acteurs touristiques, donc avec la diffusion de la feuille de route pour que les choses soient dites, soient bien établies. Donc c'est de nombreux projets que l'on propose aux acteurs touristiques pour les engager à nos côtés, parce qu'on a besoin d'eux pour afficher nous, quand on parlera au grand public de la destination Haute-Garonne, une destination responsable, une destination engagée, si les acteurs ne nous suivent pas, à la maîtrise du temps. Nous serons à l'heure. Du coup, voilà, si on n'a pas les acteurs à nos côtés engagés, on va dire que notre engagement n'a plus grande crédibilité, puisque c'est eux qui sont quand même sur le terrain, qui accueillent le public et qui sont, on va dire, l'image de la destination du territoire. On s'engage à travers des labels qui sont Clés Vertes, qui sont ces supports, en tout cas dans le métier de l'hôtellerie, de l'hébergement et de la restauration, qui sont connus comme étant des référentiels qui vont de niveau international et qui se démultiplient partout. En même temps, nous, on s'astreint à aussi rechercher de la labellisation en interne, je dirais, pour toujours être pareil, être en résonance avec les acteurs. C'est-à-dire, là, actuellement, nous travaillons avec l'AFNOR sur alors une certification ou un classement, une certification pour être AFNOR NF Environnement. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne parle pas pour, je dirais, on n'est pas là que pour s'obliger ou recommander au niveau des acteurs. Nous-mêmes, nous mettons, je dirais, actuellement une certaine pression pour véritablement être en raccord avec notre discours, quoi. Oui, l'idée, c'est ça, c'est que, comme l'a dit Marie tout à l'heure, c'est une problématique aujourd'hui, la question de la communication responsable, parce que les messages que l'on envoie, on se pose la question de comment ils vont être perçus, quelle sera la crédibilité de nos messages, de nos contenus. Donc nous, pour aussi crédibiliser notre démarche, on s'oblige à rentrer dans des démarches de qualité comme NF Environnement pour notre structure et des labels pour les acteurs touristiques. Pour nous, c'est un gage de crédibilité. Donc auprès de la presse, pareil, on a réorienté la façon dont on s'adressait à eux à travers les voyages de presse
les dossiers de presse, etc., dont les messages sont différents aujourd'hui. Ce qui est important aussi dans la communication professionnelle, c'est les partenariats. On estime qu'on a toujours à apprendre de ceux qui sont au cœur de ces sujets-là. Donc il y a de grandes associations comme les acteurs du tourisme durable, comme Haute-Garonne Environnement, etc. Des gens qui ont des compétences plus fines sur les sujets que nous. Et on a besoin de ces gens-là à nos côtés pour toujours être certain de ce que l'on véhicule et pouvoir affirmer notre démarche. Et ensuite, donc, sur la communication grand public, il y a 2 choses que l'on étudie progressivement. C'est la question des supports, la question des médias que l'on utilise, comment les rendre plus responsables, donc le web, comment avoir un site internet qui valorise une offre plus responsable, qui lui-même est peut-être plus responsable aussi. La question des éditions dont a parlé Jean. Et puis, on a pour nous une grande mission de sensibilisation du public. La communication grand public, ça passe par ça. C'est pas que proposer une offre responsable, des séjours sans voiture, des séjours dans des éco-gîtes, etc. Ça, oui, il faut qu'on y travaille parce qu'il y a une réelle demande. Mais au-delà de ça, il faut aussi sensibiliser le public. Si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Donc on a fait notamment, on a mis en place notamment au début de cette démarche une charte du voyageur responsable qui est diffusée sur l'ensemble de nos supports, qui est envoyée à nos clients qui louent des hébergements via notre centrale de réservation, etc., qui est diffusée par nos partenaires, les offices de tourisme, etc. Voilà, il y a une charte du randonneur également, puisqu'il y a une problématique sur la question des activités nature, sur les problématiques de respect de la biodiversité, etc. Voilà, on a beaucoup de champs de travail et surtout c'est un travail de longue haleine. Tout à fait. Des questions ? Oui. Dans le cadre du développement durable de la région, je voulais savoir comment vous traitiez le problème si vous avez des solutions pour traiter le problème des camping-cars. Parce que le camping-car, c'est une catastrophe écologique, ça pollue énormément, ça encombre les routes et surtout, ça n'apporte rien au développement économique régional, local, puisque la plupart du temps, les gens se font à manger et n'utilisent pas les hébergements. Donc, je pense que c'est un vrai problème pour le développement durable. Et je veux savoir si c'est un sujet que vous regardez ou pas du tout, en fait. Alors, ça, il se développe pas beaucoup. Oui, il se développe beaucoup. C'est vrai c'est un sujet qui est beaucoup traité par les acteurs locaux, les territoires, notamment les intercommunalités, qui elles-mêmes se retrouvent confrontées, je dirais, à la rencontre et à la présence de camping-cars sur leur territoire. La solution actuellement qu'ils ont trouvée, c'est vrai que c'est problématique. La seule solution qu'ils ont trouvée, c'est des aires de camping-cars aménagées, au minimum, déjà pour réduire la nuisance lorsqu'ils sont sur les territoires. Parce que, je dirais, ils ne sont pas plus vertueux que d'autres. Donc, il y a le problème de la gestion des eaux grises, noires, tout ça. Et donc, les intercommunalités, pour éviter du camping et du carisme sauvage, c'est au minimum mettre en place des aires pour les accueillir le plus possible. Après, il est compliqué d'interdire de faire du camping-car, surtout dans la période actuelle où on recherche de l'activité de plus en plus individualiste, en tout cas évitant peut-être le regroupement, tout ça. Donc actuellement, nous, on n'a pas en tant que département de la Haute-Garonne, nous n'avons pas de politique véritablement liée à l'accueil, à la recherche de camping-caristes. Mais par contre, ceux qui viennent sur le territoire, il faut pouvoir, je dirais, traiter le sujet. Et donc, traiter le sujet, c'est par les intercos qui eux-mêmes essaient de le traiter en essayant de réduire au maximum, je dirais, la nuisance qui peut être générée par les camping-caristes. Actuellement, c'est comme ça que l'on travaille. Oui. J'ai une question, je pense que ça ira peut-être. Ah, pardon, excusez-moi.
J'ai une question par rapport à ce que vous avez donné comme exemple tout à l'heure sur la station de ski qui décidait de passer en application par rapport au... Donc, parce que la problématique souvent c'est de dire bon, bah, si je passe en application, est-ce que c'est plus ou moins et comment on fait, enfin, vers quel critères on va, comment on s'aide pour prendre la décision, vous voyez, pour savoir concrètement. Vraiment, tout le monde se la pose, hein, clairement. Et comme je vous disais, tant qu'il n'y a pas véritablement de comparatif, d'analyse de cycle de vie des supports, concrètement, ce n'est pas possible d'avoir une réponse, je dirais, vraiment fiable. Nous, ce qu'on fait, c'est que pour se poser la question du print ou du numérique, déjà, il y a une question, c'est la durée de vie de l'information que vous donnez. Ça, c'est un premier élément, je dirais, de décision. C'est sûr que si votre information, elle doit durer une semaine ou 15 jours, bon, vous allez peut-être privilégier un support numérique qui, voilà. Maintenant, si la durée de vie de votre information est un peu plus longue, on peut avoir l'aspect papier. Peut-être que le mieux, c'est quand même d'essayer d'avoir les deux, en essayant parce que, comme disait Jean, le tout numérique, ça exclut aussi beaucoup de monde. Et ça, il ne faut pas l'oublier quand même, même si on est à la mêlée numérique. Il faut quand même le dire aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès aux applis, etc. Il n'est pas question de couper les informations auprès de ces personnes-là. Donc voilà, print ou numérique, il faut réfléchir durée de vie, il faut réfléchir utilisation, il faut réfléchir expérience utilisateur, clairement, parce que ça, souvent, en fait, on l'oublie. Mais en réalité, ça, c'est souvent aussi un élément de critère. C'est concrètement les gens, qu'est-ce qu'ils préfèrent utiliser, quoi. Est-ce que c'est plutôt un support papier ou est-ce que c'est plutôt une appli numérique sur le télésiège avec les doigts glacés, avec la batterie qui va... On sait, voilà, il faut quand même poser la question. Donc, il faut se projeter toujours sur le besoin utilisateur. C'est bon pour vous ? Ok, merci beaucoup. Merci à vous.